Stéphane. Donc merci d'être avec moi aujourd'hui. Donc nous sommes à l'île de la Réunion. C'est pour ça qu'il fait chaud. Sachant que c'est la plus belle île du monde. Donc je dis pas ça parce que je suis réunionnais, mais c'est vrai que bon, tu me contrediras pas certainement pas qu'elle est très jolie. Et aujourd'hui, donc on va parler de ton parcours qui est très original, très inspirant aussi, je trouve. Et du coup, est-ce que donc pour rappeler un petit peu au lecteur, donc toi tu as commencé, donc tu as beaucoup voyagé, tu as commencé à travailler aux États-Unis, mais après tu as changé de voie pour aller donc vers le yoga. Donc est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton parcours en détail? En fait, c'est un parcours qui s'est fait en plusieurs étapes. Il y a eu une étape normale d'éducation dans une famille normale, et puis un premier appel vers les arts martiaux. C'était une grande révélation. Et par extension des arts martiaux, essayer de comprendre un peu la philosophie des arts martiaux, voire même un peu la spiritualité derrière les arts martiaux. Et là, ça a été un premier grand mouvement de l'Inde, à la fin de mes études qui ont été, comment dirais-je, raccourcies de ce fait. D'accord. Pour succomber à cet appel, on va dire. Et puis en Inde, là, j'ai vraiment découvert, ça a été un bouleversement. Ça a révolutionné ma vision de la vie, du but de la vie, de la qualité de vie, etc., du schéma de vie qui m'était proposé avant. Et ça m'a tenu comme ça pendant pas mal d'années. Et j'avais eu toutes les peines du monde, évidemment, de pouvoir trouver une place à chaque fois que je revenais entre deux voyages en Inde dans la société française. Et donc c'était fait de petits boulots divers, etc. Voilà. Et puis, suite à un accident, j'ai dû rester en France plus longtemps que prévu. Et donc j'ai repris une formation pour me réinsérer dans le tissu social. Ce qui semblait le plus logique et le plus facile, c'était l'informatique pour moi. Et donc on est reparti dans tout ce qui était la chaîne infographie, informatique, etc. Avec mon frère, on a monté une structure et puis ça a tenu comme ça 2-3 ans, mais l'appel de l'Inde était encore le plus fort. Donc après 3 ans, 2 ans d'activité, je suis reparti en Inde encore quelques années. Et puis ensuite j'ai rencontré une femme, et donc on est parti ensemble aux États-Unis. Et là de nouveau, ce qui semblait le plus logique pour pouvoir essayer une deuxième réinsertion sociale, c'était encore l'informatique, de suivre le chemin de moindre résistance. Et donc je suis arrivé pratiquement à accomplir cela, puisqu'on s'était installé en Californie, près de la Silicon Valley. Et je m'envisageais là-dedans, c'était le début d'Internet, la fin des années 90. Et puis le 11 septembre est arrivé, ça a encore tout chamboulé. Donc après le 11 septembre, il y a eu beaucoup de laid-off dans la Silicon Valley et autres. Je me suis retrouvé en France à faire une formation sur le langage Java à l'époque, qui était les premiers, c'était en 2000, donc 2001, pardon, les premiers balbutiements, je dirais, de la pensée objet et du langage Java en France. Et puis je me suis retrouvé sur un projet pour une boîte française qui allait s'installer en Inde, pour essayer de les aider un petit peu à ce projet de fusion, parce que je connaissais un petit peu l'Inde et un petit peu, très peu l'informatique, mais surtout un petit peu l'Inde. C'est pour ces compétences-là qu'on a fait appel à moi. Ce projet ne s'est pas fait sur les modalités que notre équipe leur avait recommandées. La boîte, c'était Valtech. Et au cours de ce projet, je suis retourné en Inde et ça a été de nouveau le coup de foudre. Et là, j'ai dit, bon, c'est terminé. J'ai rencontré ma femme actuelle à ce moment-là, qui elle-même était passionnée de yoga, de vie naturelle, etc. On est en 2002 là, et on a décidé finalement de tenter l'aventure et vraiment de vivre notre passion. Et donc on a commencé effectivement Surya à ce moment-là, enseigner le yoga ensemble à Paris d'abord, à construire un groupe, puis après à affiner notre vision. Et puis voilà, c'est comme ça que Surya a démarré. D'accord, donc le software architecte qui a été et puis un petit peu de prospective stratégique qui a été la culmination, je dirais, de ma petite carrière professionnelle. Mais j'ai jamais pu tenir dans la boîte, puisque comme le dit très bien Pierre Rabhi, je me suis aperçu assez tôt qu'on vivait dans des boîtes. Pour aller à la boîte, on se mettait dans une boîte, c'était la voiture. Le week-end, on sortait en boîte, et puis à la fin de notre vie, on finit tous enfermés dans une boîte. Moi, j'avais pas envie de vivre en boîte. Alors, on m'a beaucoup mis en boîte pour mes choix de vie, mais j'ai quand même assumé ça. Et puis, je suis très heureux de voir que maintenant, votre génération, maintenant que je suis un vieux papy de 45 ans, trouve original, et plutôt actuelle ces idées, qui étaient originales à l'époque, et un peu paradoxales. Et puis qu'il y a toute une génération de gens qui pensent le travail autrement, remettre peut-être l'homme au centre de l'équation, le bien-être, et entreprendre autrement. Je pense que c'est peut-être un petit peu sur ces lignes-là qu'on peut se rencontrer autour de l'entrepreneuriat. Exactement. Alors du coup aujourd'hui, donc tu vis donc de Surya World, c'est bien ça. Et comment as-tu développé Surya World? Donc tu as commencé à Paris.
Et ensuite, je crois que tu voyages beaucoup justement pour développer des antennes locales. Et maintenant, comment tu résumerais Surya World? Surya, c'est une vision collective qui s'est affinée avec le temps. Donc il n'y a pas eu un modèle qui s'est imposé. On est vraiment sorti du schéma pyramidal de la société, de la franchise, de la boîte de Stéphane Cholet, Surya. C'est pas du tout ça, Surya. C'est une alliance, une communauté de pensée, c'est une vision collective qui est en train de se déployer et donc qui évolue, qui se raffine et qui me surprend chaque jour. Surya est une créature qui échappe maintenant à mon contrôle, et tant mieux. Et donc je ne sais pas vraiment ce que ça va devenir, mais on a un cadre dans notre vision, bien sûr, qu'on partage collectivement. Essentiellement, il y a 3 cercles concentriques en termes de secteur d'activité qui nous distinguent. Le premier, ce sont les arts d'épanouissement personnel. C'est-à-dire qu'il faut que les gens arrivent à se retrouver et à retrouver une qualité de vie dans les grandes villes. Ils sont prisonniers d'un cycle, je dirais, mortifère du travail. Et il faut les aider à pouvoir gérer ce stress, à retrouver du lien social, etc. Donc à travers des pratiques traditionnelles de confort, type yoga, type qigong, type relaxation, type méditation, type massage, etc., on leur apprend le mieux vivre en ville, dans la société, dans le monde du travail et dans leur existence. Et à partir de là, on ouvre leur esprit vers de nouvelles valeurs, comme l'écologie, deuxième poumon d'activité Surya. Et puis enfin, l'humanitaire, vers une économie solidaire, un tourisme solidaire. Et donc on emmène les gens en voyage et on agit sous 2 axes. À la fois, on les ramène au cœur de la tradition en Inde pour revisiter un petit peu des choses extraordinaires. Et puis en même temps, participer fermement, planter des arbres là-bas, par exemple. Et aussi, mieux, plus encore que planter des arbres, partager l'éducation des défavorisés. Donc, dans l'humanitaire, le secteur de choix qu'on a choisi pour l'instant, dans l'écologie, c'est la reforestation, et dans l'humanitaire, c'est l'éducation des enfants défavorisés. Voilà les 3 secteurs d'activité. De là, après, sous forme de stages, séminaires, conférences, on prêche la bonne parole, on forme, et puis par affinité, des gens ont monté des centres. Et je dirais que ce qui nous distingue, c'est qu'on fonctionne dans un mode de gouvernance qui n'est pas celui d'une franchise, je dirais comme une boîte, une société normale, mais sous l'égide de l'holacratie, qui est un petit peu la gouvernance des bonnes idées. Donc là aussi, on a d'éminents experts en France, dont je me sens très proche dans la pensée, qui portent ça. Et je trouve que c'est un nouveau modèle de pilotage des organisations, des sociétés, etc., basé sur les bonnes idées, le cercle, si je puis dire, plutôt que la pyramide, qui est intéressant. Voilà. Donc c'est pour ça que le développement de Surya, c'est important de le montrer, si on veut être en accord éthiquement avec notre vision, il nous fallait un nouveau modèle de gouvernance, et c'est ça peut-être aussi qui fait notre originalité, c'est qu'on est en train d'implémenter ce modèle de gouvernance. D'accord, et en fait, donc, en termes donc, de génération de revenus, donc en fait, tu formes des professeurs de yoga, c'est ça, ou des professeurs d'arts martiaux, qui vont donc alimenter les antennes locales, comme par exemple à Paris, ou même, donc je crois qu'il y a Paris, Londres, Marseille, Montréal, La Réunion, la Suisse, le Mexique, la Californie. Donc c'est une multinationale. Oui, mais pas avec le, c'est international, mais pas avec la connotation multinationale de la chose. Je ne m'enrichis pas en fait dans Surya. C'est une société, comme on dit à Londres, qui est sous l'égide. C'est pas à but non lucratif parce que ça c'est le schéma associatif chez nous, mais à Londres il y a des sociétés comme ça qui ne sont pas là pour être capitalisées. Donc en fait tout ce qu'on génère, hormis les salaires que je peux tirer, est réinvesti dans nos actions humanitaires, etc. En fait, c'est ça. Le rapport à l'argent doit changer en fait. Donc on n'est pas dans la génération de revenus. Là aussi, cette originalité est là, c'est qu'il nous faut raison retrouvée à ce niveau-là. C'est pas parce qu'on entreprend autour d'idées nouvelles que c'est une raison pour s'enrichir au-delà de ce qui est correct, ce que je pourrais dire, ou de ce qui devient obscène. Voilà. Le green business n'est pas un prétexte pour générer de la richesse et s'enrichir et retomber dans un modèle de consommation capitaliste de la société. Le green business dans lequel on est en train d'être là, c'est vraiment pour porter des idées nouvelles dont on est convaincu et dont la simplicité volontaire, si chère à Pierre Rabhi, fait partie. Et donc ça passe déjà par comment on gère notre relation à l'argent, au salaire et à la production justement de revenus, comme tu dis. Oui, parce que quelque part, tu es un entrepreneur social, c'est-à-dire que les revenus que tu génères en plus donc, de ce que tu penses être raisonnable pour toi vont directement dans ces actions humanitaires et écologiques. C'est ce qui permet donc de financer la plantation d'arbres et les orphelins. On commence là-dessus. Et puis il y a beaucoup de donations aussi, de particuliers. On est là-dessus. Donc le crowdfundraising, on est en train de lancer des projets là-dessus. Et puis on est tout à fait aussi ouvert au parrainage de grands géants, je dirais, là-dedans, à condition qu'ils aient une approche éthique qui aille dans le sens de ce que l'on fait et qu'ils ne soient pas là pour s'acheter une conscience, tout en continuant des pratiques malhonnêtes par ailleurs. Donc voilà, on est assez vigilant sur tous les grands groupes qui voudraient nous soutenir, mais
En même temps, on est très ouvert à ça, si on peut faire bouger les lignes un petit peu à ce niveau-là. Je pense que au-delà d'une société qui marche et d'entreprendre pour soi-même, c'est important d'essayer de participer au changement des idées. Et il faut être très vigilant sur cet opportunisme latent là maintenant sur ces secteurs d'activité, de gens qui ont compris que c'était un des secteurs qui poussait et qui ont une mentalité d'entrepreneur trader-like, si je puis dire, mais dans le green business. Et ça c'est déjà pervertir toute cette communauté-là et tout ce projet-là. Donc il faut être vigilant. Il y a des gens comme Tristan Lecomte, dont je citais, qui est un ami très proche, avec Pure Project ou d'autres, qui eux sont des garants pour moi de ça. Et donc on se place tout à fait dans cette ligne-là. Pierre Rabhi, Tristan Lecomte, Mathieu Ricard, à travers ses projets aussi humanitaires. Voilà, ce sont Et puis je dirais, pourquoi pas Jacques Attali avec ses concepts autour de l'économie solidaire, que je trouve très très intéressant. D'accord. Voilà un petit peu la définition identitaire un petit peu de notre projet qu'on pourrait. Ok, et si donc la tradition sur pourquoi entreprendre, c'est de transmettre un conseil à des entrepreneurs, qu'est-ce que tu pourrais, quel serait ton dernier mot, ton conseil pour les entrepreneurs qui nous écoutent? Suivez vos passions. Faites, entreprenez et soyez suffisamment passionnés pour résister à tous les obstacles sur le chemin. Croyez en un idéal, en une vision. Déjà, essayez d'être suffisamment passionné pour développer une vraie vision. Et à partir de là, ayez la volonté de porter votre vision vers l'avant suffisamment longtemps pour résister aux obstacles. Et puis en faisant face à ces frictions successives, équipez-vous. C'est très facile de s'entourer des gens qui savent dans un secteur particulier, comptabilité, management, etc. Mais toujours pour maintenir et pour faire aboutir votre vision, qui doit être une vision qui apporte une plus-value non seulement personnelle, mais si possible à toute la famille humaine, si je puis dire, si on peut avoir la vision aussi large que ça, mais au moins à notre société. D'accord. Merci beaucoup Stéphane. Et donc à très vite pour parler développement durable et yoga.